sur les Open Access Journal Best Practice. Donc, c'est les bonnes pratiques dans les reviews en libre accès. Donc, ces principes, donc, ils sont généralement résumés dans les principes de transparence et de bonnes pratiques dans l'édition savante au nombre de 16. Donc, personnellement, j'ai contribué à la traduction de ces principes et je vais partager avec vous. Donc, donc, je vais vous présenter aujourd'hui, donc, Tom Oleoc, donc, c'est l'éditeur en chef de Douage, donc, et avec Thomas Mboa, donc, c'est un chercheur et aussi enseignant à l'université au Cameroun. Donc, ils vont vous présenter, donc, leur présentation, donc, sur les bonnes pratiques et les principes de transparence et des bonnes pratiques dans l'édition savante, généralement. Donc, les revues et les bonnes pratiques dans le libre accès, les revues en libre accès. Donc, Tom, je vous donne la parole et aussi à Thomas. Merci. Merci, je pense que je vais aller à Thomas, qui est ambassadeur pour l'Afrique de l'Ouest, pour le DOH, ou le DOAG, mais en français pour le DOH. Alors, il va vous expliquer tous nos critères profondément, je pense. À vous la parole. Merci beaucoup, Tom. Pour cette présentation, j'avais voulu montrer un peu des cas pratiques de ce que le DOAG a permis que je puisse faire localement. Parce qu'à travers le DOAG, on a pu faire de grands pas au niveau de l'Afrique francophone et particulièrement au Cameroun. Il est vrai que Ina, ma collègue, a fait la très belle présentation en anglais. J'espère que... et puis la traduction suivra aussi en français. Ce que je vais faire beaucoup plus, c'est vous montrer de façon concrète ce qui a été fait ici localement. Je vais partager mon écran à partir de où Ina a laissé. Je vais... OK. Est-ce que vous voyez mon écran actuellement? C'est le DOAG qui se voit, le logo. Ça va, c'est bien. Oui. Donc, comme Tom et Kamel l'ont si bien dit, je suis ambassadeur du DOAG pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Considérant le travail que le DOAG abat sur le terrain, nous avons trouvé bien de mettre en pratique ce qui se fait en suivant les conseils du DOAG. Alors, l'une des premières choses sur laquelle nous avons travaillé, c'était le grenier des savoirs, qui est un ensemble de revues en libre accès d'Afrique francophone, qui a été créé par Florence Piron et le projet SOA, de permettre aux revues, aux critères du DOAG. Donc, elle a pu, avec son équipe de recherche, mettre en place ce grenier-là qui essaye un peu d'accompagner les revues locales à s'arrimer aux critères de qualité du DOAG, les 16, dont que Ina a mentionné dans la première partie de la présentation. Ici, le grenier des savoirs, à travers son équipe, conseille les promoteurs des revues, les éditeurs, les accompagne dans l'adoption des critères du DOAG et aussi encourage l'utilisation de ces revues. Ce grenier de savoir a été conçu et pensé avec l'aide du DOAG qui donnait des conseils de ce qui était possible, de ce que
on pouvait faire à notre niveau, parce qu'il y avait aussi une idée de justice cognitive derrière, pour permettre à ce que les langues locales puissent s'exprimer. Au-delà de cet aspect très global, il faut dire que je suis revenu au Cameroun après ma thèse et en tant qu'ambassadeur de OAJ, où j'ai été recruté à l'ESTIC, qui est l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication. Alors, l'une des choses qui m'a frappé, c'est que l'ESTIC avait une revue qui date de 1982, c'est-à-dire la revue des sciences de l'information et de la communication, mais cette revue n'était mentionnée nulle part. Elle semblait ne pas exister. Alors, avec le soutien du DOAJ, nous avons organisé une journée d'études sur des revues scientifiques et les critères d'indexation dans le DOAJ, où nous avons invité plusieurs promoteurs de revues. Et ce que nous avons fait en prenant comme étude de cas, c'était d'étudier la revue de l'ESTIC qui est Fréquence Sud. Alors, on s'est rendu compte, malheureusement, pour la revue de l'ESTIC qui est censée former des spécialistes de biotechnologie, des éditeurs et tout ça, on s'est rendu compte que la revue Fréquence Sud respectait moins de 2 critères de l'ensemble des critères du DOAJ. C'est-à-dire, en dehors du nom de la revue, rien n'était vraiment adopté par Fréquence Sud. Il n'y avait pas de numéro ISSN, la périodicité, il n'y avait pas la périodicité n'était pas régulière, hein, le site web inexistant et autres. Alors, nous nous sommes dit qu'il fallait, à la lumière des critères d'indexation du DOAJ, qu'on essaye d'arrimer la revue de l'ESTIC aux normes internationales en suivant exactement les critères du DOAJ. Et c'est ce que nous avons entrepris de faire depuis juillet 2021. Petit à petit, nous avons travaillé avec les responsables de l'ESTIC pour voir comment est-ce qu'on pouvait mettre cette revue-là en ligne. Ce que nous avons fait, parce que l'un des critères, c'est d'avoir un site web de la revue. Nous avons commencé par là. J'avais des petites compétences sur le système PKP OGS qui facilite la mise en ligne des revues. Et je me suis mis donc à numériser depuis le premier numéro de Fréquence Sud jusqu'au numéro le plus actuel. Il faut dire qu'en termes d'infrastructure, c'est un peu difficile parce que nos institutions locales n'ont pas la possibilité de chaque fois d'acquérir ce type d'infrastructure-là. Donc, je l'ai fait avec mon peu de connaissances. Donc, nous avons pu utiliser Open Journal System pour mettre la revue de l'ESTIC en ligne, ce qui a beaucoup enchanté les responsables de l'ESTIC parce que à chaque fois maintenant, ils pouvaient voir, ils ont pu retrouver des anciens numéros qui semblaient qui semblaient avoir disparu en fait. Et chose importante à mentionner aussi, c'est la difficulté en termes d'infrastructure pour mettre ce type de revues en ligne. Parce qu'il faut le reconnaître, en Afrique francophone particulièrement, très peu ont ce savoir-faire, ou bien cette utilisation de Open Journal System. Mais nous l'avons fait et le résultat est là. Comme vous le voyez, c'est le numéro 26 ici qui est accès. Parce que nous savons, le DOAJ milite pour le libre accès, milite pour l'accès même immédiat aux articles. Mais vous verrez dans ce numéro 26, par exemple, que seul l'éditorial et le sommaire sont peut-être accessibles, mais les articles en eux-mêmes ne sont pas accessibles. Parce que la réalité ici, c'est qu'on le veut bien, mais les coûts en termes de production du document, d'édition et tout ça, la revue ou bien l'ESTIC n'a pas les moyens pour supporter cela. Alors, c'est une décision institutionnelle qui a été de mettre, c'est vrai, ça va un peu à l'encontre, mais il faut comprendre que c'est lié aux réalités
communauté locale pour produire un document comme ça, on s'est dit il fallait que les gens achètent la version physique qui est à 5 000 francs CFA, c'est moins de 10 €. Et lorsque le prochain numéro paraîtra, on pourra mettre tous les articles en libre accès. Mais il faut dire que du numéro 1 au numéro 25, tous ces articles sont en libre accès. Et les gens peuvent les télécharger directement à partir du site de l'ESTIC. Un autre aspect aussi, je le mentionnais, c'est l'ISSN. Vous voyez, ici, c'est mentionné l'ISSN à venir, vraiment, parce que l'ISSN et le ISSN ne sont pas encore disponibles au niveau de l'ESTIC. Nous avons entrepris les démarches. L'une des difficultés, c'est qu'au niveau du Cameroun, et je crois que c'est le cas dans plusieurs pays d'Afrique francophone, l'ISSN et le ISSN sont demandés au niveau international. Généralement, c'est en France qu'il faut aller demander cette ISSN-là et ISSN. Nous avons entrepris les démarches pour le faire. Donc, j'espère qu'au prochain numéro, nous aurons tous ces aspects-là déjà fixés. Je mentionnais tout à l'heure la difficulté pour les revues ou bien les institutions africaines à avoir leurs plateformes qui sont les leurs. Donc, à un moment, quand j'ai utilisé au niveau de l'ESTIC l'Open Journal System que j'avais mis en place moi-même, nous nous sommes retrouvés butés à un taux de fréquentation. La plateforme ne supportait plus le nombre de visiteurs, etc. Nous nous sommes donc retournés vers l'Université de Cape Town qui a le Continental Platform et Open Journals qui permet aux revues africaines d'héberger leurs journaux en utilisant aussi Open Journal System. Donc, ça fait en sorte que l'ESTIC, qui n'a pas les moyens, s'est pensé sur cette plateforme-là pour soutenir, pour pouvoir mettre en ligne, continuer à mettre en ligne sa revue. Il a également mentionné un aspect très important, c'est-à-dire le Digital Object Identifier, qui est utile pour les articles, pour la circulation qui rentre dans les métadonnées et la circulation des savoirs, qui facilite la circulation des savoirs sur Internet. Alors, la difficulté, parce il faut que je vous fasse part des difficultés locales, c'est que RosRef facilite, aide à obtenir des DOI personnalisés, mais quelquefois les coûts, même s'ils sont moindres pour certaines institutions locales, n'acceptent pas de payer ces coûts, ou bien les bibliothèques ou les revues sont nettement moins nantis pour s'abonner à RosRef. Et puis, il y a aussi un petit travail technique que ça prend après pour valider, etc. Donc, l'une des alternatives, même que cela ne soit pas, nous ne l'avions pas adopté ici à l'ESTIC encore, c'est peut-être d'avoir des DOI à partir de Zenodo. Au niveau de l'ESTIC, nous sommes en train de réfléchir s'ils veulent bien s'abonner à RosRef, trouver des ententes ou des soutiens pour que cela soit possible. Mais pour le prochain numéro, si cela n'était pas fait, on pencherait pour Zenodo en termes de conservation, bien de préservation de nos articles, la version numérique. Mais également, il y a la question de leur site que Ina a mentionné également, parce qu'il faut une certaine traçabilité des articles et des chercheurs qui les produisent. Il faut dire, parce que c'est important de le mentionner, leur site est gratuit pour les chercheurs, c'est-à-dire moi, vous, en tant que chercheur, vous pouvez aller et vous abonner sur leur site, cela ne vous coûtera rien. Mais pour des institutions, il faut un abonnement qui n'est pas aussi la seule institution d'Afrique francophone subsaharienne qui est présente
sur ORCID. Aujourd'hui, c'est l'Université catholique d'Afrique centrale qui est basée au Cameroun. Je les ai accompagnés dans ce sens-là. Ils ont un site parce que pour une institution, avoir un site, ça veut dire qu'ils peuvent ajouter des intégrations qui vont vers leur dépôt institutionnel et vers Open Journal System. Ce qui fait que les travaux des auteurs peuvent directement être référencés sous l'institution et sous le chercheur en question. Ce qui est bien, c'est qu'avec aussi déjà, INAL a démontré, il y a une intégration directement entre Open Journal System et ORCID qui permet, qui facilite cette transaction-là. Donc, je voulais beaucoup plus partager avec vous cette expérience pratique-là parce que j'ai estimé que la première partie faite par INA était assez complète en termes de respect des critères, etc. Et puis, les slides sont faits en français et en anglais. Donc, je pensais important de montrer une expérience du terrain, les réalités que nous vivons et comment nous essayons de nous adopter, de nous arrimer à ces bonnes pratiques-là. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas évident au vu des réalités locales, ce n'est pas évident au vu du contexte, mais pour ceux qui s'y engagent, je dirais, ça prend du temps, c'est juste un conseil, ça prend de la négociation avec les responsables des institutions et je recommande fortement de respecter, de suivre le canevas du DOAJ parce qu'en le suivant, tout est tellement clair, tout est tellement facile même. C'est ce qu'il faut faire pour des institutions d'Afrique francophone et d'Afrique en général pour s'arrimer aux bonnes pratiques de publication en libre accès. Donc, sur ce, je vais m'arrêter là. Merci Thomas donc, pour votre intervention. Et répondre aux questions s'il y en a en français. Merci Tom. Je sais que Tom est là. Tom est mon senior. En fait, ce sont eux qui m'apprennent le métier. Oui, Kamel, je coupe mon micro et mon partage. OK, donc voilà, je pense qu'il y a une question concernant l'ISSN. Je pense qu'ils ont mentionné que, bonjour Thomas, c'est une question de Jamal. Donc, il parlait de l'ISSN. Nous avons eu le même problème que vous. À l'époque, nous avons trouvé la solution de passer par des universités francophones. Mais je pense que le problème du ISSN, il ne faut pas attendre que la France vous donne l'ISSN. Je pense que chaque pays dispose d'une bibliothèque centrale et c'est au pays de demander. C'est ISSN. J'ai vu tout à l'heure, je suivais avec grand intérêt tout à l'heure la revue que vous avez fait, une bonne publicité, l'Afrique ensuite, qui n'a pas encore le ISSN. Et je pense que c'est la bibliothèque centrale au niveau de Cameroun qui va s'adresser à ISSN.org qui vont le délivrer, donc un ISSN spécifique pour cette revue. Vous savez bien que c'est un critère obligatoire pour l'indexation, surtout dans le DOAJ, et il faut que ce ISSN figure sur la page d'accueil de la revue. Alors, donc, voilà. Oui, donc, oui, effectivement, Kamel, tu as parfaitement raison. C'est pourquoi déjà Fréquence Sud, qui est dans l'institution où je travaille, nous n'avons pas encore appliqué pour être référencé au niveau de Fréquence Sud, au niveau du DOAJ. Et de deux, en termes de bibliothèque centrale, oui, c'est vraiment la procédure. Et les bibliothèques, il y a une bibliothèque centrale au Cameroun, mais la réalité dans la pratique, c'est qu'ils n'en fournissent pas. C'est-à-dire, c'est le rôle d'une bibliothèque centrale de fournir des ISBN et des ISSN, mais après avoir essayé, on nous renvoie à l'ISSN international qui est vers la France. Déjà qu'il faut la pratique peut-être en Amérique, en Afrique du Nord, est
est très différente, hein, il faut l'avouer, des pratiques locales. Ce sont des réalités peut-être qu'on ne connaît pas quand on n'est pas sur le terrain. Donc, c'est une réalité. Vraiment, ça fait un peu honte de le dire, mais c'est une réalité. Merci Thomas. Donc oui, je vois dans le chat, il y a Souleymane Sogoba, c'est aussi un éditeur associé de Doage. Bon, il parlait de l'expérience de Mali. Donc au Mali, c'est la Bibliothèque nationale qui gère donc l'ISSN. Bon, ici en Algérie, il n'y a aucun souci. C'est-à-dire que le formulaire, ça prendra même pas une semaine. Vous aurez seulement s'il faut, comment dirais-je, vérifier certains critères. Il faut éditer un numéro zéro, l'équipe, comment dirais-je, le comité éditorial, l'adresse, l'affiliation, tout ça, pour avoir cette ISSN. Donc voilà, donc peut-être je passe maintenant la parole à Tom, si vous avez quelque chose à ajouter, puisque de moment pour le moment. Moi, je pense que ça serait intéressant quand Thomas, que vous élaborez un peu sur la langue dans la revue. Quand nous, le DOH accepte toutes les langues, mais on veut aussi faire la promotion pour les langues locales, parce que quand on a la science, c'est mieux d'avoir dans la langue locale pour comprendre pour tout le monde. Et peut-être cet exemple que vous avez fait avec le grenier, vous pouvez montrer quelles langues sont là dans les différentes revues. Bon, je prends l'exemple de l'Algérie. Donc maintenant, il y a plusieurs, comme vous savez bien, que l'Algérie a lancé une plateforme de 700 revues en libre accès. Et parmi ces revues, donc il y a quand même il y a toutes les langues, le français, l'anglais, tamazight, donc c'est une langue aussi nationale en Algérie. Donc en arabe aussi. Donc il y a parmi les 700 revues en libre accès, donc il y a à peu près 400 revues en langue arabe. Donc ça veut dire que ici on fait la promotion aux langues locales, donc que ce soit l'arabe, la langue tamazight et d'autres, donc qui commencent à avoir une visibilité à l'échelle internationale. Peut-être Thomas, tu veux ajouter quelque chose ici? Si vous avez des langues spécifiques au Cameroun qui sont lancées dans le domaine du libre accès? Non, je n'écoute pas. Je pense Thomas qu'il a. Allez, Oui, oui, vous m'écoutez? oui. Oui, parce qu'il il faut préciser que pas fréquence sur le grenier de Savoie est une initiative africaine où ce n'est pas seulement des langues camerounaises qui sont mentionnées. Est-ce que vous voyez mon écran actuellement? Mm-hmm. Oui, donc ici, c'est différentes revues du Burkina Faso, du Mali, du Cameroun, avec des langues africaines. On va retrouver par exemple le Foufoudé ici. Vous voyez, les titres même ici sont en langue locale. Donc, c'était vraiment une exigence de la part pas une exigence, mais une volonté de voir les langues africaines. Allô? Oui, oui, allez-y, allez-y. Oui, donc ça, c'est par exemple la revue Genitare, hein, qui est publiée ici au Cameroun. Hein, donc, c'est ça. Le contenu est peut-être le contenu est peut-être en français ou en anglais, mais les titres, la description et autres sont toujours en langue locale d'abord. Ça, c'est dans un souci de justice cognitive, en fait. Donc, je vais mettre le lien vers du site dans le chat pour ceux qui ne l'ont pas, vous pourrez aller voir. Mais on retrouve beaucoup de langues d'Afrique de l'Ouest et Cameroun et d'autres pays, en fait. Alors, donc, justement, Thomas, on profite de cette occasion pour lancer un appel. Peut-être on va organiser un webinaire très spécifique pour ces langues locales.
ils vont les ramener dans le libre accès. Et pourquoi pas, c'est-à-dire pour une visibilité internationale et les indexer dans le DOH. Donc, on va les montrer, les critères, parce que je sais bien qu'il y a très peu de revues, surtout des langues locales, qui sont indexées dans le DOH, tout simplement parce que il n'y a pas un accompagnement, il n'y a pas une politique de promouvoir ces revues en langue locale, mais je dirais que c'est une très bonne initiative qui peut être menée dans certains pays. Donc, je dis que le cas, par exemple, au Nord-Afrique, le cas d'Algérie, il y a beaucoup de revues qui commencent à éditer en langue locale, par exemple, la langue tamazight, et qui ont une visibilité internationale. Ouais. Moi j'étais dans une présentation, quelqu'un qui a dit, Thomas de Souze, de l'Autriche, il a dit que la langue originale est très importante pour les sciences humaines, par exemple. Parce que comment communiquer toute la science de la science humaine tout en anglais? Parce que forcément, dans sa propre langue, on peut mieux s'exprimer. Et même quand on va loin dans le passé, comme en Allemagne, on voit qu'il y a beaucoup des articles scientifiques, de philosophie, qui sont en allemand, qui sont pas tellement disponibles en anglais, même pas maintenant. Et c'est mieux parce qu'on peut mieux expliquer toutes ces idées de philosophie dans la langue allemande, les gens qui sont là. Et aussi pour comprendre ce qui se passe. Et c'est la même chose pour les sciences humaines dans le continent africain, je pense. Mieux, plutôt que pour les sciences médicales et tout ça. Oui, tout à fait, Tom. Je pense que Kamel et Suleiman qui sont là pourraient peut-être le confirmer que les Africains, au-delà du français et de l'anglais qu'ils utilisent comme langue, ont leur propre langue. Et généralement, l'exercice que nous faisons, c'est de penser d'abord à notre langue et essayer de traduire en français ou en anglais pour que vous puissiez nous entendre. Mais cet exercice de traduction de la langue locale à laquelle vous pensez vers le français ou l'anglais, il y a quand même une petite partie du savoir qui s'altère en ce moment-là. Donc, si on me demandait de présenter en ma langue locale à Newondo ou bien d'écrire à Newondo, je pense que mes idées seraient plus pertinentes, plus précises que quand je le fais en français ou en anglais. Donc, c'est ce que nous avions appelé à l'époque un peu une injustice cognitive aussi. Donc, c'est ça, effectivement, tu as raison, Tom, de le mentionner, la puissance de la langue dans les idées que nous partageons. Justement, donc, le thème aujourd'hui, c'est les bonnes pratiques dans l'édition savante ou bien dans les revues en libre accès. Donc, le DOH, quand même, il a contribué aussi à éditer ce qu'on appelle ces principes de transparence de l'ordre de 16 principes qui sont en réalité ont été discutés avec d'autres organisations telles que l'OASPA, le COP et le WIM. Donc, et même ces principes qui ont été les bases, d'ailleurs, ils constituent les bases de critères d'évaluation pour le cas de DOH dans l'édition électronique, aussi par le WAPSA. Donc, et ces principes de bonnes pratiques sont, comment dirais-je, ils sont traduits en plusieurs langues, donc en arabe, en catalan, donc néerlandais, swahili, français, bahasa, portugais, italien et russe, espagnol. Donc, j'ai partagé le lien avec vous. Donc, vous pouvez trouver ces bonnes pratiques en plusieurs langues. Donc, ça veut dire, ça montre la diversité et de DOH, d'être plus
donc activant dans plusieurs langues. C'est pas forcément en anglais comme une langue homogénée, donc une langue qui domine le monde. Donc, on fait la promotion pour les langues et d'inciter les gens de publier donc dans les langues locales, donc qui reflètent en réalité comment dirais-je oui, est-ce que donc qui reflètent tout ce qui est les problèmes locaux. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois dans le chat qu'il n'y a pas de questions. Sinon, je ne sais pas si vous avez un mot, Tom, si vous voulez ajouter quelque chose concernant les bonnes pratiques dans l'édition, dans les revues en libre accès. Non, je pense que... Je t'ai envoyé un message privé, Kamel. Ah, d'accord. Alors, Thomas, c'est très bien que tu as fait cet exposé de situation africaine par rapport aux critères blancs, juste les critères de DOAG. Et il faut aussi réfléchir qu'on va entendre ce que les gens veulent eux-mêmes en Afrique. Parce que nous, on dit ce sont les critères. Mais peut-être pour vous, il y a des autres critères qui sont plus importants. Alors, il faut avoir un dialogue avec les gens qui vivent en Afrique, les gens qui, comme nous, vivent en Europe. C'est pas forcément que nous sont les personnes qui donnent les critères absolus. Vous voyez? C'est possible qu'il faut changer quelque chose, peut-être, pour mieux vous aménager. Qu'est-ce que vous en pensez, Thomas? Oui, merci beaucoup, Tom. Je pense que vous avez particulièrement raison. C'est pourquoi ma présentation est plutôt partie des réalités que je vis ici, en essayant d'appliquer les critères du DOAG. Et vous voyez, cela nous impose un peu le rythme même de l'institution, qui demande, par exemple, une période d'embargo et des choses comme ça, avant de mettre l'article en libre accès complètement. Oui, il y a cette réalité-là qu'il faudrait documenter pour que les critères du DOAG soient assez inclusifs et contextualisables. Mm-hmm. Oui. Oui, donc je pense que promouvoir les langues locales, c'est très très important. Donc ça permet une visibilité à l'échelle internationale et de connaître les gens, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites localement. Et d'ailleurs c'est parmi les principes de libre accès. Donc ça permet bien sûr une visibilité internationale et de partager des expériences locales avec le monde. Et donc, vous aurez votre mot, vos critères, parce que comme je viens de dire Tom, pardon, donc certains critères établis par le Nord, peut-être ils ne sont pas valables pour le Sud. Donc, autrement, donc, et d'ailleurs, c'est ça le grand problème comment dirais-je, de certains. Tout à l'heure, on parlait des lacunes et les problèmes concernant l'obtention de certains ISSN qui peut-être le Nord, il peut avoir la revue, il peut avoir son ISSN en 35 secondes, une demi-heure suite à la demande, par rapport donc au Sud où ça prend du temps, du moment qu'il y a une certaine bureaucratie et aussi donc la lenteur pour comment dirais-je, pour avoir
ces trucs qui sont basiques et de base. D'accord? Je pense que Arina voulait répondre à une autre remarque dans la question là. Concernant Ajol, Non, c'était une remarque sur les bonnes pratiques pour publication. Il a disparu maintenant dans les questions. Ouais. Mais je pensais, Arina, est-ce que did you want to answer this, Arina? Are you there? No, not really. I just wanted to thank Amel, and we could include that link to the webinar resource. Or your colleague was typing that Eiffel wanted to answer the question live, I saw. No, it's okay. Okay. Ok, merci Arina. Donc, si vous voulez, donc peut-être on va clore ce webinaire s'il n'y a pas de questions. Alors, juste, c'est Thomas qui est de la part de Armel. Donc, il a partagé sur le chat. Allez-y. Avant de clore ce webinaire, si vous voulez ajouter quelque chose, ou bien juste parce que si on va fermer donc le chat, donc votre remarque va disparaître. Vous parlez de critères. Les présentations vont être envoyées tous les participants, je pense qu'il faut dire. Oui. Alors, donc, il y avait plus d'une centaine de personnes qui sont été jusqu'à la fin, je pense. Oui, jusqu'à maintenant, il y a 77 participants. Donc, il y a quand même, c'est important. Alors, je suis en France et membre, donc, Armel Thomas. Donc, elle est membre et copilote de réseau Mirabel. Donc, sachez-vous que Mirabel aussi, c'est une base, donc, elle fait référencement des revues en libre accès. Donc, il a beaucoup de livres francophones. Donc, sur cette plateforme, j'encourage donc les chercheurs, les doctorants, les étudiants à consulter Mirabel. Donc aussi, c'est une source d'information vers les revues francophones. Donc, si vous voulez, on peut partager même le lien de cette plateforme des revues scientifiques. Donc voilà, Armel Thomas, elle a partagé le réseau de Mirabel. Donc, je vous encourage de consulter ces revues francophones qui sont indexées dans cette plateforme francophone. Alors, donc, voilà, s'il n'y a pas de questions, Armel a dit qu'il y a 11 000 revues signalées dans cette plateforme, Mirabel. Donc, bien sûr, il y a d'autres revues qui sont en cours d'évaluation. Oui. Mais il faut dire qu'ils ne sont pas tous libre accès, hein, toutes ces revues-là. Oui, je tiens à signaler que Mirabel, c'est une plateforme de signalement. Donc, elle va signaler je dirais, elle partage le lien de la revue. Oui, donc les revues ne sont pas forcément en libre accès, mais alors, donc, il y a Olfa Khaled qui voulait aussi demander la plateforme des revues algériennes ASGP. Donc, cette plateforme qui a aussi abrite, je pense, l'équivalent actuellement plus de 700 revues. Donc, si vous voulez, je peux partager avec vous le lien. Algerian Scientific Journal Platform.
Donc aussi, c'est une plateforme très, très importante. Donc il y a, donc c'est ASGP, donc c'est RIST, et c'est une plateforme qui actuellement indexe, malheureusement, parmi les 700 revues, il y a seulement 23 qui sont indexées dans le DOAJ. Peut-être moi et Tom, peut-être nous allons organiser un webinaire avec le directeur de cette plateforme et avec les éditeurs algériens, comment, c'est-à-dire les inciter à, je dirais, à l'inclure dans le DOAJ. Alors donc voilà, donc je termine avec cette dernière remarque et je pense que je donne la parole à Rina si vous voulez terminer ce webinaire.